Une fracture là, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe quoi et tout. Quand le travail est bien fait, il faut apprécier, c'est tout simplement de l'humilité et de l'honnêteté. Donc, Prise a fait du bon travail avec le premier lot. On espère qu'ils vont continuer sous la même lancée avec le deuxième lot. Il y a encore des petits travaux à faire pour qu'on arrive à la fin réelle du premier lot et l'inauguration, mais c'est un travail de quelques semaines, quelques jours, et ce sera totalement terminé. Quant au lot numéro 2, comme vous le savez, les travaux ont déjà commencé. En ce jour, la difficulté que nous avons, c'est l'acheminement du matériel de construction sur les différents chantiers du deuxième lot, notamment les pompes, notamment les tuyaux. Il y a même une pénurie de ciment en Mbuji-Mayi. Donc nous avons un problème sérieux avec les délais d'exécution parce que nous n'avons pas le matériel d'exécution, le matériel de travail délivré pour le moment sur les différents chantiers. Mais les tractations sont en cours pour qu'il y ait cet acheminement dans des délais très, très brefs. On espère que le lot 2 sera exécuté avec la même qualité, avec la même abnégation que le lot numéro 1. Voilà, donc c'est ça l'essentiel des commentaires que j'ai fait tout au long de la journée. Oui, nous avons visité aujourd'hui. Si nous avons visité, nous avions toujours eu cette habitude de faire des visites techniques et des contrôles pour s'assurer que tout fonctionne normalement. Pour le 51%, d'ailleurs 51% c'est ce qui est fait théorique, mais je pense que du point de vue pratique, nous sommes au-delà de ces 51%. Donc, et déjà pour une ville comme la ville de Mbuji-Mayi, et pour les travaux d'adduction en eau potable, je vais vous dire de manière beaucoup plus simple, il y a eu des projets, pas que seulement ici en RDC, mais même dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe. Lorsqu'on arrive déjà, je vous dis honnêtement, à dépasser 50% pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable, je peux vous dire que c'est de l'exploit partout ailleurs. Ça, il faut que je vous le dise. Mais pour Mbuji-Mayi, j'aimerais bien vous confirmer que l'adduction en eau potable, elle a été faite. Et l'approvisionnement en eau potable pour les 2 communes qui ont été d'abord ciblées, parce que les DG venaient de vous dire tout à l'heure que c'est la première phase. Donc les 2 communes qui ont été ciblées et une 3e commune qui représente pratiquement 60% de la population de la ville de Mbuji-Mayi sera desservie en eau potable. Ça, n'est même pas à spéculer là-dessus. Donc vous avez vu les autorités. Vous avez vu le chef de l'État au mois d'octobre. Il est passé visiter ces châteaux d'eau au niveau de Bakwakapanga. Aujourd'hui, vous avez vu le directeur général qui est en train de travailler là-dessus. Donc, je peux vous confirmer là-dessus, et je l'ai dit encore d'une fois de plus, que le 51 dont vous parlez théorique, c'était sur papier. Mais lorsqu'on a fait les branchements dans la zone, les différentes bornes fontaines, les branchements particuliers qui sont en train d'être faits, c'est au-delà de 51%. Donc la sous-préoccupation que vous avez soulevée, celle de savoir à quand est-ce qu'il y aura l'inauguration. Bon, moi je préfère déjà vous dire ici, nous en tant que technique, en tant qu'ingénieur dans ces domaines ici, nous allons faire notre part pour ce qui est de la réalisation et l'exécution. N'oublions pas qu'il y a les officiels aussi, à qui nous allons rendre rapport des autorités, qui eux verront selon les agendas des différentes sensibilités pour arriver à fixer la date à l'opinion, et nous aussi pour ce qui est de l'inauguration. Mais déjà aujourd'hui, je peux vous assurer, vous avez vu avec les DG, que l'eau est au robinet. Par contre, il y a un travail qui s'est fait progressivement pour ce qui est de branchements particuliers, des désaffectations de l'ancien réseau à de nouvelles conduites, parce que la pression qu'il y a actuellement dans ces réseaux, lorsqu'on connecte avec les anciennes conduites, ça va exploser, ça c'est une évidence. Et il ne faudrait pas qu'on ait des cas comme celui-là. Donc on est en train d'aller progressivement, en train de rebrancher progressivement, vous avez vu, la population pour ce qui est de l'approvisionnement
en eau potable. Je réinsiste encore une fois de plus, l'eau est en Mbuji-Mayi au moment où nous vous parlons. Nous avons vérifié avec vous, l'eau est en Mbuji-Mayi. Mais il y a des petits réglages qui sont en train d'être faits. Pour l'autre phase, le DG vous a dit tout à l'heure qu'il est en train de travailler pour la phase 2 et même la phase 3. Ça, il faut qu'on vous dise. La phase 3, c'est la zone haute, l'extension de la ville de Mbuji-Mayi, vers les sites de Pemkao, vers les sites de Tchumbombo. Donc, ce sont aujourd'hui des réalités pour lesquelles vous avez vu le travail que Prise a fait, notamment en milieu rural et aussi en milieu périurbain, et aussi dans l'accompagnement, bien sûr, de ce qui est en train d'être fait ici en Mbuji-Mayi. Je crois que vous devrez encore une fois de plus nous faire confiance et aussi faire confiance à la nouvelle dynamique qui est imprimée au niveau de la régie des eaux et s'assurer que vous avez de l'eau, vous aurez de l'eau. Vous savez, le taux de desserte en eau potable au pays est à peine de 30%. Donc Mbuji-Mayi, c'est parmi les villes les plus desservies en eau potable dans la République démocratique du Congo avec le projet Prise. Nous sommes à 51% de la population de la ville. Nous allons aller au-delà de 51% avec le module 3. Très facilement, on sera au-delà de 75%, ce qui permet à la ville d'atteindre les objectifs de développement du millénaire. Ça sera une rareté pour la République parce que beaucoup de villes n'ont pas assez d'eau à ce niveau-là, à part les grandes villes comme Kinshasa, où nous sommes au-delà de 60%, peut-être Lubumbashi aussi avec au-delà de 60%. Le déficit en eau dans le pays, il est très élevé. Donc, ce qui est fait ici, il faut d'abord remercier les autorités de ce pays. Comme je l'ai dit ailleurs, on n'a pas vu autant de volonté politique pour résoudre le problème d'eau au pays comme on le voit maintenant. Il faut, dans toute honnêteté, dans toute humilité, le dire. On sait que ce n'est pas suffisant, mais il faut qu'on apprécie d'un temps soit peu ce qu'on voit. Parce qu'à peine 2 ans, il n'y avait pas de l'eau en Mbuji-Mayi. Moi, j'ai fait la ronde aujourd'hui, j'ai parlé aux mamans, j'ai entendu de mes propres oreilles les mamans nous parlaient de leur calvaire et on a ouvert une bonne fontaine aujourd'hui. Sur les 500 du lot numéro 1 qui sont déjà installés, l'euphorie dans la population, c'est clair. Et on en est très content. On remercie tous ceux qui ont travaillé sur le projet. D'abord les autorités de ce pays, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, mais aussi Prise, le ministère du Développement Rural, en particulier le projet Prise, mais autant d'autres personnes. Moi, je les appelle toujours les héros dans l'ombre, qu'on ne voit toujours pas quand on inaugure, qu'on ne voit toujours pas devant la presse, mais des gens qui se battent jour et nuit pour que les réalisations comme ça deviennent des réalités. Il faut en toute humilité dire merci à tous ces gens-là et le dire très sincèrement. Alors, pour répondre à votre question à propos de la régie des eaux, comment on va relever la régie des eaux, et particulièrement en province, je vais vous dire que les difficultés de la régie des eaux, ce n'est pas seulement dans la province du Kassai oriental, ce n'est pas seulement dans l'espace Grand Kassai en général, c'est sur l'ensemble de la République. À la régie des eaux, quand je suis arrivé à la régie des eaux, j'ai qualifié la régie des eaux d'un cadavre sur lequel on flagellait chaque jour. Parce qu'en fait, la régie des eaux était un cadavre financier. Et pour le voir, allez sur le site de la régie des eaux, www.régiedeseaux.rdc.com. Vous pouvez voir les états financiers de la régie des eaux. La santé d'une compagnie, ça se voit dans 3 documents financiers. Le flot de revenus, le flux de trésorerie et le bilan. Allez regarder ces 3 documents que nous avons publié pour les 5 derniers exercices budgétaires. Nous allons publier aussi déjà à la fin de ce mois de mars les états financiers de l'année 2002, parce qu'on est en train de terminer le travail d'audit. Vous verrez très vite que la santé de la régie des eaux est très mauvaise. Et la santé de la régie des eaux est très mauvaise parce qu'essentiellement, nous avons des factures impayées, d'abord du gouvernement, mais aussi de nos abonnés. Nous avons un matériel de production qui est très vétuste. Le Kodo a parlé de la tuyauterie, mais il n'y a pas que la tuyauterie. Les pompes qui refoulent cette eau pour que vous ayez de l'eau à la maison, ce sont des très vieilles pompes, c'est de la mitraille. On se bat chaque jour pour que ça fonctionne. Certaines usines, c'est compliqué, mais on ne va pas tout résoudre en un jour. On résout ces problèmes petit à petit, on fait des priorités, on attaque les problèmes les plus difficiles, on les résout. Et c'est ça que je vois.
Je le vois aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu le président de la République, il a inauguré l'usine de Lemba-Imbu. Vous avez vu le président de la République, il a inauguré l'usine d'Ozone. Ça a résolu beaucoup de problèmes d'eau à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons le premier lot en Mbujimaï qui est terminé. Il y a les travaux du deuxième lot qui sont en cours. Il y a le troisième lot pour lequel nous cherchons des financements. Donc la situation, ça va s'améliorer. Il y a aussi des travaux similaires à travers le pays, dans beaucoup d'autres villes. Alors, est-ce qu'on va relever la régie des eaux en Mbujimaï? Absolument. Notre vision, c'est de faire de la régie des eaux, non seulement en Mbujimaï, mais sur l'ensemble de la République, une des meilleures compagnies dans le secteur de l'eau, si pas la meilleure, dans ce continent. Ce n'est pas de l'utopie. Il faut rêver, il faut oser. On ne va pas arriver demain matin. Mais je sais qu'avec un travail sérieux, avec une gestion saine, avec une expertise de la première classe, surtout avec beaucoup de volonté, nous y arriverons. C'est pourquoi non seulement nous mobilisons nos collègues dans la grande famille Régie des eaux pour, n'est-ce pas, changer la culture de travail et travailler très sérieusement, mais nous vous mobilisons, vous aussi, en tant qu'abonnés de la Régie des eaux, vous aussi, en tant que corps de la presse, pour que vous puissiez communier avec la population cette vision que nous avons. Quand nous allons transformer la Régie des eaux, comme nous sommes en train de la transformer, nous voulons que cette histoire soit racontée au jour le jour, que vous soyez les témoins de cette transformation, que vous voyez le travail que nous faisons, que vous puissiez apprécier, que vous puissiez nous juger, que vous puissiez nous coter. Mais c'est ça votre travail. Donc, travaillons, regardons, faisons des bilans de temps en temps. Là où nous avons commis des erreurs, nous allons corriger. Là où nous excellons, nous allons chercher à faire encore mieux, ou bien à utiliser les habitudes qui nous amènent à exceller. Mais nous allons faire tout cela dans la transparence et dans une honnêteté inconditionnelle. Nous sommes aussi dans les coins très reculés de ce pays. Nous sommes à Lodja, nous sommes à Ilebo, nous sommes à Demba, nous sommes à Lusambo, nous sommes à Inkisi. Je peux continuer. Nous sommes dans des coins très reculés. La Régie des eaux a 99 centres d'exploitation au pays. Tous les centres ne sont pas dans les villes. Donc, nous sommes aussi dans les milieux ruraux. Et dans les milieux ruraux, l'approche est totalement différente de celle des milieux urbains, parce que la densité de la population est différente que celle que nous avons en milieu urbain. Les besoins en réseau sont aussi différents, mais surtout la demande est petite par rapport à la demande qui est dans les milieux urbains, parce que dans les milieux urbains, vous avez des grandes villes de 10 millions, 3 millions, 5 millions, et j'en passe. Par contre, dans les milieux ruraux, c'est des centres légèrement petits, à 20 000, 30 000, à la limite 100, 200 000 personnes, dans des grands centres ruraux ou périurbains. Alors, oui, la Régie des eaux veut aller servir là où elle peut servir. Par l'ordonnance qui nous définit, nous avons des contraintes qui définissent là où nous pouvons être. Mais comme je l'ai dit, nous sommes déjà dans plusieurs milieux ruraux et nous y opérons. Nous avons des agences, nous avons des agents à qui nous donnons du support régulièrement. Mais je veux aussi dire que nous avons un programme pour continuer à développer nos agences, nos centres d'exploitation dans des nouveaux centres qui n'existent pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai parlé à mon collègue de prise pour développer ce que nous allons appeler peut-être un plan national pour la desserte dans le secteur de l'eau, où peut-être on peut ambitionner de vraiment augmenter le taux de desserte dans ce pays de façon générale, que ce soit en milieu urbain ou en milieu ruraux, aller peut-être au-delà même de 60-70% pour l'ensemble du pays. Bon, ce sont des idées qui sont en discussion. Au moment opportun, on va révéler l'ampleur des détails. Mais comme je le disais, pour qu'on aille investir, nous avons besoin des moyens. On ne saura pas investir sans moyens. Les moyens, ça vient d'où? Il ne faut pas toujours que ça vienne de la main tendue vers l'extérieur. Il faut qu'un jour on se prenne en charge. C'est ça être sérieux en tant que peuple, n'est-ce pas? Ouais. C'est quand vous payez vos factures, nous gérons correctement. Vous vérifiez notre gestion à chaque seconde si vous voulez, à chaque milliseconde si vous voulez, et vous vous rendez compte que nous gérons correctement. Nous dégageons des marges de bénéfices. Nous prenons ces marges de bénéfices
nous les investissons dans les communautés où il n'y a pas de l'eau, nous les investissons pour améliorer l'infrastructure qui est défectueuse. C'est la seule façon où nous allons améliorer le taux de desserte au pays. Donc, je vous retourne la question. Vous qui êtes journaliste, faites, n'est-ce pas, une randonnée sur la ville, demandez à ceux qui écoutent votre radio combien on paye la facture à la fin du mois. Faites-nous un bilan. Vous allez voir que nous avons un problème très sérieux. Il faut que la culture change. Il faut que la culture change. L'eau, ça ne doit pas toujours être gratuit. Parce qu'il y a un coût pour vous donner de l'eau. Je paie les produits chimiques, je paie le courant de la SNEL, je paie du carburant pour les groupes électrogènes, je dois entretenir les pompes, je dois entretenir le réseau, je dois entretenir les bâtiments, je dois payer la facture de l'Internet, je dois payer les agents, je dois payer leurs pensions, je dois les soigner. Cet argent, ça vient d'où? Si vous, mon frère et ma soeur, vous ne payez pas votre facture, ça va venir d'où? Voilà, alors je vous demande, vous, d'être nos ambassadeurs. Faites ce travail-là avec nous. Nous allons changer la régie des eaux, nous allons changer ce pays. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question tout à l'heure. Là. Pourquoi 98% des taux d'exécution physique et pourquoi 83% des taux d'exécution financière? Je pense que c'est normalement dans la gestion de projets, d'exécution des travaux, je crois que tous nous devrions être dans cette logique-là. Pour éviter qu'il y ait de trop perçus en termes d'exécution financière. Je ne vais pas citer certains projets pour dire que voilà, il y a déjà un taux d'exécution financière qui est au-delà même du taux d'exécution physique. Je pense que aujourd'hui c'est un exemple qu'il faudrait suivre pour dire que dans ces pays, il est possible de faire des choses conformément aux prescriptions prescrites dans le contrat. Si un contrat vous dit de payer 20% d'avance au démarrage contre une garantie, il faut l'exécuter ainsi. Si un contrat vous dit de retenir 5% de la garantie de bonne exécution, il faut le faire ainsi. Si le contrat vous dit qu'il faut payer uniquement les attachements, c'est-à-dire ce qui est exécuté, les convertir en décompte et introduire une facture, l'entreprise introduit une facture, vous la payez, c'est comme ça que vous retrouverez la plupart des fois des taux d'exécution physique supérieurs au taux d'exécution financière. Alors la différence, elle vient d'où? C'est dans ces explications que je suis en train de vous donner. Aujourd'hui, l'entreprise, il y a une garantie de bonne exécution de 5%. Déjà, quand on fait la différence, vous voyez qu'il y a 5% que nous retenons. Ce qui fait que la plupart des ouvrages faits dans le cadre du projet prise ne resteront jamais inachevés. Ça, je l'ai dit bien. Pourquoi? Parce que nous avons des fonds. Aujourd'hui, nous pouvons résilier les contrats et commencer ces travaux à l'instant T où l'entreprise X a arrêté. Puisque la partie qui n'est pas exécutée, les fonds existeront toujours. Et à côté de ça, nous ajouterons sur ce que nous avons sur sa garantie. Et c'est de cette manière que nous pouvons avoir des ouvrages achevés. Et toutes ces dispositions, nous ne les inventons pas. Je ne suis pas un magicien. Toutes ces dispositions existent bel et bien dans un contrat qui est bien suivi, qui est bien managé, et dans toute honnêteté, dans toute transparence aussi. Je pense que le DG vous a dit ici, dès la publication des états financiers, je crois que vous l'avez constaté aussi, nous avons pris à un moment donné aussi cette initiative, ça fait 2 ans, au niveau du projet prise, nous avons ouvert un site où nous publions tous nos rapports, même les rapports d'audit. Et nous avons fait une cartographie en SIG de nos différentes réalisations, pour qu'on ne dise pas que, bon, vous avez prévu 60 centres de santé, mais on n'en voit que 50. Où est parti là les fonds des 10 autres centres de santé? C'était fait exprès, parce que il faut qu'on change aussi en termes de culture. On est habitué à se dire, bon, est-ce qu'ils l'ont fait exactement? Est-ce qu'il n'y a pas eu, le terme c'est souvent détournement, il n'y a pas eu détournement quelque part? Mais déjà, nous avons anticipé par rapport à cela, en mettant à la disposition de l'opinion nationale et même internationale l'ensemble des informations. Je vous dirais que nous sommes l'un des rares projets qui a déjà, dans ses mandats, plus de 6 exercices d'audit. Ça, c'est très important. Il faudrait aussi les signaler dans notre méthode de gestion. Je pense que la première des choses, d'abord, il faut que nous aimons d'abord nos frères, nos propres frères. Et cette province, non seulement les grands Kasaï, mais la RDC d'une manière générale,
C'est un pays en voie de développement. Et nous ne pouvons pas développer ces pays en utilisant des méthodes qui sont contraires aux dispositions contractuelles ou aux dispositions de gestion managériale. En ajoutant aussi l'éthique et le respect, bien sûr, de mesures et de recommandations qui sont prescrites bien au départ. Donc tout ça, c'est ce qui justifie que nous avons un taux d'exécution physique plus élevé, parce qu'à côté de ça, il y a la pression aussi que nous essayons de mettre aux entrepreneurs, et le taux d'exécution financière qui est faible, donc il y a pas faible, mais il y a un décalage, parce qu'il y a une garantie qui est retenue déjà de 5%. Quand vous faites cette différence, vous avez 5% de moins. En même temps aussi, les travaux s'exécutent et n'ont pas encore été prélevés et payés. Donc l'entreprise les exécute et présente des factures et nous payons. On ne paye pas en avance. Si nous payons en avance, c'est supposé que l'entreprise, sa banque, doit garantir les paiements d'avance que nous payons. Et cela ne dépasse jamais 20%. Ça, c'est très important que je voulais dire. L'eau et l'énergie, c'est un nexus qu'on ne peut pas séparer. D'accord? Il n'y a pas d'eau au robinet sans énergie. Donc, on peut tous se dire, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une solution énergétique durable, pérenne, il sera très difficile de garantir une fourniture d'eau 24 heures sur 24. On veut qu'il y ait une fourniture d'eau 24 heures sur 24. Pour le moment, la principale source d'énergie que nous utilisons, c'est le peu de courant que nous avons de NRK. Et pour le reste, c'est du carburant. Nous avons des groupes électrogènes à la station de prise, aussi bien qu'au refoulement, pour recevoir de l'eau, traiter, mettre dans les réservoirs et aussi refouler, mettre sur le réseau. Et le carburant, ce n'est pas toujours une solution idéale, parce que d'abord, ça coûte trop cher. Nous avons une logistique assez déjà compliquée au pays. Amener du carburant ici, c'est 3 fois le prix ou 2 fois le prix de Kinshasa par litre. Et d'ailleurs, ça me pousse à vous dire aussi qu'on ne peut pas garder le prix de l'eau aussi bas qu'il est. Parce que chaque mètre cube d'eau que je mets sur le réseau, je vous donne à un prix de loin inférieur à mon coût d'exploitation. C'est-à-dire quand vous consommez, moi je perds de l'argent régulièrement. Je ne suis pas dans les affaires nécessairement pour faire de l'argent, mais je suis une société commerciale, il faut que je dégage quand même des manœuvres, des marges de bénéfices pour me permettre d'investir et de maintenir l'outil de production. Donc ce sont les difficultés. Donc pour revenir au prix de l'eau, nous avons initié des démarches avec le ministère des tutelles pour qu'on puisse revoir le modèle de facturation, parce que le prix de l'eau ne peut pas être le même sur l'ensemble de la République. Chaque entité territoriale, chaque ville, chaque province, chaque secteur, etc., a ses réalités en termes du coût d'exploitation, en termes du coût d'énergie. Et ça, ce n'est pas différent pour la ville. Les discussions vont continuer avec l'autorité et j'espère qu'on arrivera à une solution pérenne, une solution durable. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait assez d'énergie pour la régie des eaux? Dans notre mandat, en fait, nous, on n'est pas producteurs d'énergie. Il faut que je vous dise, ça, ce n'est pas le mandat de la régie des eaux de produire de l'énergie. Nous avons la SNEL, nous avons la NRK, auprès de qui nous aurions aimé avoir assez d'énergie pour vous fournir de l'eau 24 heures sur 24. Malheureusement, la réalité est ce qu'elle est. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails des difficultés de la NRK ou de ses projets ou de ses ambitions. Vous êtes journaliste, je vous prie donc de contacter la NRK pour en savoir plus. Mais du moins, je sais qu'ils fournissent aussi des efforts pour nous fournir de l'énergie assez régulièrement. À ce jour, ce n'est pas aussi régulier qu'on aurait aimé. Il y a beaucoup de coupures et pour pallier à cela, nous avons des groupes électrogènes et parfois nous partons des jours sans courant de l'ENERCA, nous sommes obligés d'opérer en groupe électrogène. Nous consommons parfois 80 litres par heure ou plus. Vous pouvez vous imaginer 80 litres par heure et si nous devons vous fournir de l'eau pendant une journée. Heureusement, aujourd'hui, la solution que nous avons avec le projet PRISE, nous pompons pour une durée limitée, 3 à 4 heures, nous remplissons les réservoirs et puis nous pouvons vous donner de l'eau par gravité. Comme ça, nous n'avons
toujours pas besoin d'énergie pour alimenter de l'eau sur le réseau pour aussi longtemps que nous en avons pompé assez dans les réservoirs. Mais nous avons toujours le besoin d'une énergie permanente parce que nous avons une zone haute pression qui n'est pas alimentée par réservoir et pour laquelle nous devons pomper continuellement. Et pour ça, nous devons garder les groupes en opération pour que ceux-là qui sont sur la zone haute pression aient aussi de l'eau régulièrement, autant que ceux qui sont sur la moyenne pression ou sur la basse pression. Pour ce qui est des problèmes de l'exploitation, pour ce qui est des problèmes de placer un fontainier, placer un gestionnaire du réseau, je dois le dire encore haut et fort, ce n'est pas de la responsabilité du projet prise. C'est bien dit projet. Un projet a une durée. Donc, pour les travaux de gestion quotidienne, ces ouvrages, vous l'avez tous constaté, ça et là, a été remis à la province. D'ailleurs, il y a même eu certaines discussions que nous avons eues avec les DG, peut-être que je ne vais pas vous les dévoiler ici. Nous en avons discuté aussi avec le gouverneur de province pour la mise en place des équipes de gestion de ces ouvrages. Mais cela doit entrer en conformité avec la loi sur l'eau. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui dans la province les régies provinciales qui sont en train d'être mises sur pied. Elles sont encore jeunes et je vis qu'il y a l'appui de la GIZ, de la coopération allemande, en train de renforcer les capacités de cette régie provinciale. Et nous avons même constaté que cette régie provinciale est mise sur pied et n'a pas de bâtiment. Et dans le cadre de la phase 2 du projet prise, nous sommes en train de vouloir construire des bureaux pour ces régies provinciales. Mais dans certaines zones, je crois qu'il y aura des discussions avec la régie de zones. Parce qu'il faut dire que c'est pour la première fois que dans ces territoires, qu'ils aient des ouvrages de qualité de ce genre-là. Donc ça doit être lié aussi à la qualité de personnes qui doivent gérer ces ouvrages. Donc il faut les former et il faudrait les mettre en place. Ça, je dirais encore une fois de plus, c'est de la responsabilité de la province, parce que ça a été légué à la province. Lorsque nous avons fait les essais, des tests, la remise, vous avez vu tout ce que l'eau coule. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous avons vu qu'il y a certaines zones, certains territoires comme Miabi, je vis où j'étais d'ailleurs ce soir même, l'eau continue à couler. Et la population achète de l'eau. Au prix même plus que ce qui est vendu ici dans la ville de Mboujima. Et ça, il faut le signaler aussi. Donc, le problème n'est pas un problème technique, c'est un problème de mise progressivement de l'équipe en respectant les lois du pays pour la gestion de ces ouvrages. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Mais si vous voulez, je voulais un peu grignoter un peu, parce que je connais l'historique, pour ce qui est du site de Tchala qui devait être mis à la disposition de la Régie des eaux par rapport aux lettres et par rapport aux autres. J'insiste encore une fois de plus, il ne faut pas oublier que nous sommes techniques. En étant techniques, c'est vrai, nous avons une certaine gestion managériale. Il y a les arrangements institutionnels qui sont faits entre les bailleurs et les pays, via les ministères des Finances. Bien sûr, la province, elle joue aussi un rôle. Donc, pour répondre à cette question-là de savoir si le gouverneur avait écrit à la KfW, oui, je le confirme parce que nous avons échangé avec le gouverneur, il a confirmé qu'il avait écrit cette lettre de mise à disposition du site. Alors pour le reste, ça, je pense que nous tous, nous aurons l'information au niveau du gouvernement central pour savoir qu'en est-il, et nous poserons cette question notamment aussi aux bailleurs. Mais les bailleurs, les informations que nous avions apprises, n'ont pas attendu que cette solution puisse venir. Elle a déjà fait des études, notamment pour ce qui est de la centrale photovoltaïque. Donc l'instruction avait été donnée par les chefs et cette instruction est en train d'être suivie, elle est en train d'être mise en application, notamment pour supplier à avoir une solution pérenne, parce que tous nous savons ici que l'énergie propre, c'est l'énergie hydraulique, et il est question d'augmenter cette capacité de production au niveau de l'usine de Tchala, avec d'autres, d'abord des groupes qui seront installés, et une nouvelle centrale hydroélectrique qui sera construite à côté. Donc, pour ces faits, moi je peux vous garantir, vous assurer que les dispositions avaient été prises, le gouverneur a joué son rôle, il a fait des arrêtés, ou un arrêté, mettant à la disposition de ces sites pour l'intervention, et le reste c'est un processus de négociation suivant les arrangements institutionnels entre les pays et les bailleurs.
Voilà un peu si je peux répondre, à moins que le DG. Non, très bien. Je crois que le Cordo l'a dit. Je crois que les instructions que Son Excellence, le Président de la République, avait données ont été suivies. Le gouverneur a joué sa part. Donc, pour le moment, c'est juste un processus normal de faire une évaluation des options et de décider de la meilleure option et de la mettre en pratique. Mais aussi, cette option devra être mesurée dans le temps parce qu'il y a un besoin réel, déjà pour le moment, de donner, n'est-ce pas, de l'eau. Et quelle que soit la solution qu'on choisira, ça prendra combien de temps pour exécuter le projet. Si nous allons en hydroélectrique, comme vous le savez, on ne doit pas exécuter l'hydroélectrique en un jour. Ça prendra combien de temps comparé au photovoltaïque? Quelles sont les contraintes des délais, les contraintes d'acheminement du matériel localement ici en Bujimaï. Donc tout ça, c'est ça le processus dont le Cordo parle. Il faut évaluer pour prendre la meilleure décision pour le projet et pour l'ensemble des acteurs. Alors pour revenir à la deuxième partie de votre question, oui, évidemment, quand nous sommes arrivés hier, nous sommes allés voir le gouverneur, Son Excellence Monsieur le gouverneur. Bon, d'abord, par courtoisie, n'est-ce pas, c'est l'autorité de tutelle. Nous sommes venus en province, ne fût-ce que lui dire bonjour, lui présenter des civilités, c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Donc, nous avons vu le gouverneur, il nous a réservé un accueil sans pareil. Donc, on était très contents. On a partagé les difficultés que nous avons dans la province en termes d'approvisionnement en eau potable. On a parlé du projet PRISE, des progrès faits à ce jour, mais aussi des difficultés que nous avons avec le deuxième lot du projet PRISE, particulièrement l'acheminement des matériaux qui sont déjà achetés, pour certains qui sont déjà à Lubumbashi, comment les acheminer ici. On a parlé des leçons de ce qui avait été fait dans le passé pour acheminer le matériel ici, des différents acteurs qu'il faut encore remobiliser, recontacter pour qu'on puisse expédier l'expédition. Mais on a parlé aussi d'autres petits problèmes qui ne sont pas aussi grands, mais pour lesquels nous avons besoin de l'autorité qui nous accompagne. Par exemple, il y a des têtes d'érosion qu'il faut combattre. On a besoin de son implication. Il a été très vite à la manœuvre. Il nous a donné une équipe qui va travailler avec nous pour combattre une tête d'érosion qui menace, qui est juste derrière le site de Bakwakapanga. Et on a évoqué d'autres problèmes. Je crois que c'est un cadre idéal. Lui, c'est l'autorité de la province. Nous sommes venus, nous lui avons dit ce que nous sommes venus faire. Quand on a terminé la mission, nous sommes allés lui faire un petit rapport pour évaluer les pistes de solutions. C'est ça qu'on a fait. On est très content du support qu'il nous donne. Mais, un petit complément que je voulais peut-être apporter ici rapidement. Oui. Je crois qu'il y a une question qui avait été posée. Pourquoi seulement les bandes fontaines? Est-ce qu'il y aura des branchements particuliers? Je crois que les bandes fontaines, les termes tels qu'il est dit aussi, il va changer. Je crois que le DG l'a dit dans des différentes missions sur terrain. Ce sont des points d'eau. Ça, il faut les signifier. Mais à côté de ça, il est prévu des branchements particuliers, de ménage. Alors, ces branchements particuliers, c'est un processus qui se fait avec la direction de l'exploitation de la régie des eaux. Oui. Donc, on ne viendra pas vous brancher au moment où vous n'avez peut-être pas rempli les conditions. Les conditions préliminaires dont nous savons ici, il faut ouvrir un dossier au niveau de la régie des eaux. Et aujourd'hui, la régie des eaux est en train d'être digitalisée. Donc, il faut aller dans un centre, faire remplir un formulaire qu'il y a là-dedans. À ce moment-là, l'équipe de la régie des eaux, son équipe technique, viendra vous brancher. Mais pour ceux qui, en attendant ce processus, on s'est dit, c'est un processus, mais mieux vaut déjà placer rapidement des points d'eau. Et il y en a plus de 593 points d'eau comme ça, qu'on appelle bornes fontaines, qui feront que la population a déjà de l'eau en attendant ce processus de branchement particulier, monsieur le DG. Absolument. Je pense que c'est l'élément que je voulais. Ouais, je vais peut-être ajouter, en tout cas, il a très bien dit, brancher, donc aller d'une maison à l'autre, c'est un travail qui prend du temps. Mais en attendant, les gens ont besoin de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On ne va pas attendre que chacun fasse sa demande et puis qu'on aille chez lui, qu'on fasse le raccordement. Ça fait une maison, une famille. D'accord? Et par jour, vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 5. Mais quand vous avez ce point d'eau, et d'ailleurs nous en avons, je crois, c'est tous les 150 mètres. Tous les 150 mètres, nous avons un point d'eau. Sur l'ensemble de la ville, nous avons, pour l'ensemble, on aura 1070 bornes fontaines. Donc, tous les 150 mètres, on a une borne fontaine. Les gens aux alentours peuvent venir. Je peux vous dire avec beaucoup de satisfaction, nous en avons visité quelques-unes aujourd'hui. Il y a une qu'on a utilisée pour la première fois, mais la joie que vous voyez dans ces mamans, dans ces jeunes filles, la joie que vous voyez, c'est extraordinaire, l'euphorie. Il y a des gens qui nous disent que depuis qu'ils sont nés dans cette ville de Mbuji-Mayi, ils n'ont jamais eu l'eau au robinet, et la borne fontaine, c'est la première fois dans leur vie. C'est la toute première fois dans la vie de quelqu'un, presque plus de 20 ans, n'a jamais eu de l'eau au robinet dans sa vie. C'est la toute première fois qu'elle peut aller à un robinet, ouvrir et avoir de l'eau. C'est extraordinaire. Donc il fallait saisir l'opportunité, donner de l'eau aux gens, même si c'est à des points d'eau, mais progressivement, les raccordements vont se suivre selon les demandes. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez, partagez.